Donc, bienvenue, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue. Donc, on est là pour parler via ce webinaire de l'isolation de son logement. Donc, certains sûrement ont déjà participé à nos webinaires, ça doit être le 10e ou quelque chose comme ça de webinaire qu'on fait. Donc, juste en quelques mots, se présenter, puisqu'il y en a certains qui sont nouveaux, je pense. Si tu veux bien passer, Samy. Ouais, alors attends, juste 2 secondes. Voilà. Donc ce webinaire, il va être animé par deux structures. Donc l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise, via mes collègues Samy Mejri et Anaïs Nunez. Et puis moi-même, Olivier Bloac, de la Maison Énergie Habitat Climat du Pays d'Aix. Donc deux structures d'accompagnement, on va dire assimilées comme le service public de la rénovation énergétique. Donc on est là pour vous accompagner gratuitement dans vos projets de rénovation. Il y a un petit temps de latence, hein, Olivier, je clique, mais Ok, pas de il y souci. a beaucoup de choses en même temps, il y a l'ordinateur qui. Voilà. Et donc aussi un professionnel qui nous fait le plaisir d'être aussi avec nous, donc Monsieur Baudry de l'Agence pour l'isolation, qui interviendra surtout lors de la deuxième partie, lors des questions. Enfin, ce sera surtout lui a priori qui répondra à vos questions. Voilà, on profitera de son expérience et de ses compétences pour répondre vraiment aux questions de terrain, aux questions techniques. Enfin, voilà, il sera beaucoup plus à même que nous de répondre, je pense, à vos questions, même si on s'interdira pas de compléter si on en sent le besoin. Donc, bienvenue, Monsieur Baudry, et merci d'être présent. Bonjour, merci à vous. Donc voilà, je l'ai dit, donc deux structures qui ont comme mission un service public auprès des particuliers, des collectivités, des professionnels, sur toutes les questions liées aux économies d'énergie. Donc c'est des conseils neutres et gratuits. On ne va pas vous orienter vers un système en particulier, vers une entreprise en particulier. On est là pour essayer de débroussailler un peu le sujet de la rénovation énergétique via l'isolation, via le chauffage, via les énergies renouvelables, et au travers de plusieurs actions, les permanences téléphoniques, les visites de sites. Bon, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Et donc, en ce moment, on développe beaucoup plus le webinaire au vu de la situation sanitaire actuelle. Je vais laisser du coup la parole à mes collègues pour continuer la présentation. Alors du coup, rapidement le sommaire, donc contexte et enjeu. Ensuite, pourquoi isoler sa maison? Qu'est-ce que ça apporte? Combien isoler? Et puis, on dira quelques mots aussi sur les certifications, les coûts et les aides financières qui existent, parce que c'est des questions qui reviennent énormément de la part des particuliers, parce que les particuliers veulent bien isoler, mais se demandent souvent quel est le budget et s'il y a des aides qui existent. Donc ça, on en parlera dans un second temps. Alors, quelques notions de contexte. Donc d'abord, pourquoi est-ce qu'on isole? Simplement pour réduire un peu les émissions de gaz à effet de serre, puisque le secteur du bâtiment est un secteur énormément émetteur. Et en fait, on va essayer d'organiser ça sur le triptyque proposé par Negawatt, à savoir donc la sobriété, l'efficacité et les renouvelables. Pour le dire rapidement, ce que ça signifie, c'est que ça n'a pas vraiment d'intérêt de remplacer son système de chauffage pour un système très performant ou de mettre des panneaux solaires si dans un premier temps, on n'a pas une maison qui est sobre en énergie, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris le temps d'isoler, de minimiser les déperditions thermiques au maximum. Je vais prendre la parole. Alors du coup, on va voir aussi pourquoi isoler. Donc avant tout, pourquoi on isole un logement. Il y a 4 points qui sont mis en avant. Dans un premier, le confort. Donc confort hiver comme été. C'est le point qui ressort le plus quand on parle d'isolation. Avec par exemple dans notre région, on peut être amené à des surchauffes dans le logement en été ou des sensations de parois froides en hiver. Le deuxième point est de baisser les charges d'énergie, donc alléger vos factures d'énergie en passant par une isolation performante du coup. Le troisième point, c'est pour moi l'un des plus importants aussi, c'est de valoriser son patrimoine. Donc en effet, un logement performant assure un investissement rentable. Donc votre logement nécessite moins de travaux d'entretien, offre un meilleur confort, mais aussi est moins cher du coup à y vivre, parce que moins de dépenses énergétiques en termes de chauffage.
Cette valorisation du patrimoine s'appelle aussi la valeur verte. Et le quatrième point et dernier point, c'est la réduction de l'impact sur l'environnement. En réduisant votre consommation d'énergie, du coup, vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre et vous contribuez à économiser des ressources en énergie pour la planète. Alors, les déperditions sur une maison non isolée, on retrouve deux grandes catégories. Il est important de connaître les points faibles du coup de son logement. Cela vous permet de savoir vers quel type de travaux vous allez vous tourner pour optimiser du coup la qualité thermique. Donc en général, on se redirige vers les postes de travaux comme la toiture, qui représente à peu près 30% de perte d'énergie du coup, pour cause sa grande surface de contact entre l'intérieur et l'extérieur, son exposition au vent et le fait que la chaleur produite dans l'habitation a tendance à monter. Donc, c'est un effet physique. Après, on retrouve comme deuxième point, merci. En deuxième point, les murs. Donc, ce sont le top 2 des pertes de chaleur aussi. De manière générale, en France, les murs sont plutôt mal isolés, voire peu isolés, avec une unique fine couche d'isolant à l'intérieur. Après, on retrouve aussi les fuites d'air. Donc, en général, ça provient des cheminées, des hottes, de la ventilation, des gaines électriques ou encore de l'étanchéité des huisseries, menuiseries aussi. Et contrairement aux idées reçues, les vitrages n'arrivent qu'en quatrième position, entre 10 et 15% de perte de chaleur. Et le plancher bas, lui, est le moins élevé comparé aux autres. Et en dernier, on retrouve aussi du coup les ponts thermiques, qui désignent une zone qui se trouve en contact direct avec l'extérieur sans qu'aucune isolation ne vienne faire tampon. Donc, par exemple, le plancher intermédiaire d'une maison à étage. J'ai expliqué vite fait la qualité des parois, surtout la résistance thermique du R en soi. Donc, je vais expliquer en gros qu'est-ce que c'est le R, la résistance. Donc, la qualité des parois est calculée par un coefficient de résistance thermique, donc le grand R. Le coefficient de résistance thermique R mesure la capacité des différentes couches à ne pas transmettre la chaleur, c'est-à-dire à ne pas laisser passer le chaud comme le froid. Donc, le coefficient de résistance thermique R s'exprime en mètres carrés par Kelvin et par watt. Plus le R est grand, tu peux remonter s'il te plaît? Plus le R est grand, plus les matériaux est isolant. Par exemple, typique d'une maison des années 60, on retrouve en général sur les parois un R égal à 0,4. Alors qu'en 1987, on a un R égal à 1,35. Donc ça s'explique par la présence d'un isolant en 1974, début de la première réglementation thermique suite au choc pétrolier. C'est à partir de là qu'on a commencé à mettre des isolants dans le bâtiment. Alors, une des questions, c'est combien est-ce qu'on doit isoler, combien est-ce que je dois mettre d'épaisseur d'isolant, quelle performance je dois atteindre. Alors là, vous avez un tableau des coefficients de résistance thermique, donc le fameux coefficient R dont Anaïs vient de vous parler. Ça, c'est ce qui est obligatoire, en gros, par la loi quand on fait de la rénovation. Donc le R, souvent on me pose la question, mais qu'est-ce que je dois mettre comme épaisseur? En fait, pour obtenir les aides financières, on va devoir atteindre ces valeurs-là. Donc là, vous avez en mur, il faut au minimum 3,7. Vous avez la valeur pour les toitures terrasses, pour les rampants, pour les combles perdus et les planchers bas. Sachant que le R se calcule assez facilement, c'est l'épaisseur d'isolant en mètres divisé par le coefficient de conductivité thermique lambda. Voilà. Donc si jamais vous voulez calculer l'épaisseur E, eh bien, vous devez juste multiplier donc, le R par le lambda et vous obtenez l'épaisseur minimale à mettre pour vous donner une idée voilà, de ce que vous allez devoir installer dans votre maison. Je peux me permettre. Compris.
au sujet des coefficients qui ont été montrés, des résistances pour de l'ART existant. En fait, c'est la loi qui dit à nous, professionnels, on n'a pas le droit de faire moins que ça. Ce qu'on appelle des garde-fous. Après, pour avoir droit à des aides, il faut faire mieux que ça. Voilà. Merci. Alors, du coup, Anaïs, je te laisse aborder le comment isoler. Oui, je reprends la main. Donc, on va voir les 2 postes de travaux les plus répétitifs. Donc, on retrouve du coup l'isolation de la toiture. Donc, il y a 2 façons d'isoler une toiture, on va dire. Donc, il existe 2 méthodes pour isoler des combles perdus. Donc, on isole avec des panneaux ou des rouleaux, ainsi que par soufflage. Les 2 solutions ont leurs avantages et leurs inconvénients que je ne vais pas forcément énumérer là aujourd'hui. C'est pas la peine. Pour les combles aménagés, il existe là aussi 2 méthodes. Donc, on procède à l'une ou à l'autre selon la faisabilité. En général, le sarking est proposé quand il est impossible de conserver du coup la hauteur sous plafond. Donc, en général, on propose en sarking à ce moment-là. Pour isoler ces murs, là aussi, il existe du coup 2 méthodes, donc par l'intérieur ou par l'extérieur. Par l'intérieur, l'isolation des murs est la technique d'isolation la plus répandue. Du coup, elle est entrée dans les habitudes professionnelles du bâtiment car c'est simple à mettre en place. En général, c'est simple à mettre en place. Pour l'isolation par l'extérieur, elle a pour but en fait d'améliorer le confort thermique de votre logement en ajoutant des isolants sur les parois de l'habitat en contact avec l'extérieur. Comparé aux autres techniques d'isolation, elle se révèle très efficace thermiquement et préserve votre surface habitable. Donc ça, c'est important. Là, on peut voir, par exemple, avec une caméra thermique, du coup, des bâtiments isolés par l'intérieur et des bâtiments isolés par l'extérieur. Donc, le premier bâtiment qu'on a en premier plan, c'est une isolation par l'intérieur. Et celui qu'on retrouve au plus loin, qui est complètement bleu, c'est une isolation par l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune déperdition au niveau des murs. Voilà. Alors, du coup, on va parler maintenant des certifications. Alors, on a conscience qu'on passe vite, mais c'est pour en fait laisser une part importante aux questions parce que souvent c'est le plus important après de rentrer dans les cas, on va dire, individuels. Mais si après il nous reste du temps, on reviendra sur certains points peut-être qu'on a abordés assez rapidement. Donc, les certifications au niveau des isolants. Alors, la certification la plus connue, c'est la certification ACERMI. Donc, qui est vraiment une certification au niveau des isolants. Je ne sais pas si on peut passer. Donc sur les isolants. Donc, en fait, à quoi elle sert cette certification? C'est cette certification qui permet de définir justement la caractéristique isolante du matériau, enfin notamment. Ça ne définit pas que ça, mais ça définit surtout donc, ce qu'on appelle le lambda, c'est la capacité isolante du matériau. Et c'est cette certification qui l'atteste, qui définit vraiment son niveau officiel, on va dire. Donc normalement, sur les devis que vous faites faire, il doit figurer le numéro ACERMI de l'isolant pour vraiment justifier que l'isolant qui est mis en place respecte bien les critères de performance et donc qui peut ouvrir droit aux aides financières notamment. Après, il y a d'autres certifications, la certification NF aussi, donc sur les produits. La certification CECAL, ça c'est plutôt pour les vitrages, mais vraiment c'est les vitrages, pas les fenêtres, mais les vitrages. On le retrouve un peu moins. Ce qu'on retrouve un peu aussi, c'est la certification Acotherm, donc acoustique thermique des fenêtres, qui atteste aussi vraiment la performance à la fois thermique des fenêtres et aussi acoustique, donc l'affaiblissement acoustique, le fait que les fenêtres affaiblissent le niveau de bruit entre un local et un autre. Après, on n'a pas parlé aussi de la certification RGE, mais ça, donc du coup, les certifications ici, c'est vraiment des certifications produits. Donc, c'est un matériau, un produit qui est certifié.
La certification RGE, pardon, là, c'est une certification de l'entreprise. Donc, c'est assez différent. Mais c'est aussi une certification assez importante aujourd'hui pour, notamment, on verra aux aides financières. On en parlera un petit peu après. Justement, sur les aides financières. Sur les coûts d'abord, les coûts moyens. Alors après, c'est souvent compliqué un peu de donner des coûts moyens parce que tous les chantiers sont différents et il y a beaucoup de variables qui rentrent en jeu. Mais voilà, on s'est appuyé sur une étude de l'ADEME qui a été faite il y a 2 ans, l'année dernière, sur voilà, des devis qu'ils ont récupérés et du coup, ils ont fait une étude statistique sur les coûts moyens des travaux de rénovation. Donc là, vous voyez le tableau du haut, c'est en euros par mètre carré d'isolation. Donc, on voit que la médiane, on est à peu près à 150 € par mètre carré au niveau de l'ITE. On est à peu près à 50-60 € par mètre carré au niveau de l'isolation. Alors, ITE, isolation thermique par l'extérieur. ITI, isolation thermique par l'intérieur. Voilà, vous voyez les chiffres. Et donc, c'est, on va dire, une bonne indication sur des coûts. Après, ça ne veut pas dire que tous les devis seront à ce prix-là, mais pour vous donner un ordre de grandeur, c'est déjà pas mal. Et en dessous, c'est au niveau des fenêtres. Pareil, c'est des prix sur fascique ou par ouverture, pour vous donner un ordre de grandeur des devis moyens observés. Alors, les conditions pour obtenir des aides financières, bon, on en a parlé un petit peu, faire appel à des entreprises RGE. Donc, effectivement, RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Et donc, il faut absolument faire appel à ces entreprises-là pour bénéficier de toutes les aides financières. Respecter les critères de performance, c'est le discours tout à l'heure de ma collègue Anaïs sur le R minimum à respecter. Et puis, effectivement, certaines aides financières seront accessibles uniquement sous conditions de ressources. Donc ça, après, on va un petit peu le détailler. Donc les critères de performance, on les retrouve dans le tableau d'en bas. C'est des choses qu'on a déjà vues tout à l'heure. Donc au niveau des aides financières, l'aide financière dont on parle beaucoup actuellement, c'est MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', c'est une aide financière qui vient remplacer le crédit d'impôt. L'intérêt, c'est que c'est une prime directement qui est versée au lieu d'attendre l'année d'après pour bénéficier d'un crédit d'impôt. Tous les ménages y ont droit, alors sur certains types de travaux. Le but, c'est pas du coup de détailler vraiment les aides financières en globalité, mais voilà, c'est une aide financière qui va financer beaucoup de types de travaux, notamment tous les travaux d'isolation des murs, des rampants, à des hauteurs plutôt correctes, voire importantes. Et ça peut aller jusqu'à 20 000 € d'aide financière lorsqu'on a des travaux de rénovation vraiment très importants. Deuxième aide financière, il y a plusieurs noms. Prime à l'énergie, notre nom souvent qui retrouve, c'est effectivement les certificats d'économie d'énergie ou prime coup de pouce. Alors ces trois termes vont désigner la même aide financière. En gros, c'est les fournisseurs d'énergie qui sont obligés par l'État de financer des travaux de rénovation énergétique. Et donc, il y a des primes qui existent. Pour pas les citer, les principaux, EDF, Engie, Total, Butagaz et compagnie, il y en a énormément. Tous les gros fournisseurs d'énergie, les distributeurs de carburant financent, et donc c'est intéressant d'en profiter pour financer aussi, sachant que ça peut être des montants assez importants aussi. Alors, moins sur l'isolation, mais plus sur les systèmes de chauffage. Avec, par exemple, un exemple, effectivement, pour l'isolation des combles, de la toiture, selon vos revenus, c'est entre 10 et 20 € par mètre carré minimum. Donc, selon la surface, ça peut être non négligeable. Et ça se cumule avec toutes les autres aides possibles. Ensuite, il y a les aides de l'ANA. L'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat, qui, elles, par contre, sont des aides qui sont sous conditions de ressources. Donc, les conditions de ressources, vous les voyez dans le tableau en bas. Et c'est des aides aussi qui sont sous condition de faire des travaux qui apportent un gain énergétique d'au moins 35%. Donc, c'est-à-dire souvent plusieurs types de travaux.
Ces aides-là, clairement, vous ne pouvez pas en bénéficier si vous faites que remplacer vos fenêtres ou si vous faites que l'isolation de votre toiture. Voilà, souvent, il faut faire d'autres types de travaux. C'est pour des projets globaux, mais c'est des aides qui sont assez intéressantes au niveau des montants. Et en plus, il y a un accompagnement qui est prévu par un opérateur gratuitement. Donc, voilà, si vous êtes dans ces conditions de ressources et que vous avez un projet assez global de travaux, c'est le parcours idéal, les aides de l'ANA via le programme Habiter mieux. Et c'est aussi disponible pour les propriétaires bailleurs. Alors, des aides un peu différentes, mais voilà, qu'on soit propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, on a droit à ces aides de l'ANA, ce qui est aussi le cas pour MaPrimeRénov', ce que je n'ai pas précisé, mais ce qui est aussi le cas pour MaPrimeRénov', et ce qui est aussi le cas pour les aides des fournisseurs d'énergie. Donc, les trois aides dont j'ai parlé là sont ouvertes aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs. Merci, Olivier. Alors, je remets ma vidéo. Tac. Alors, donc du coup, ça, c'était un peu les aides principales au niveau national. On a des aides aussi locales, donc notamment une aide de la région sud qui s'appelle le chèque énergie durable. Alors, ce chèque énergie durable, vous êtes éligible si vous êtes dans les fourchettes de revenus qui se trouvent à droite de l'écran. Il est donc disponible pour les propriétaires occupants et bailleurs. Il faut que la maison soit construite avant 2013 et il concerne uniquement l'isolation des combles perdus. Avec une petite spécificité, c'est-à-dire que en gros, vous devez atteindre un R qui est supérieur à 7,5. Et en fait, donc l'aide, dans tous les cas, sera plafonnée à 1 500 euros. Mais elle est de 25% du montant des travaux éligibles si vous faites appel à des matériaux biosourcés. Donc, ouate de cellulose, panneaux de fibre de bois, chanvre, etc. Et de 10% si vous mettez du matériau dit conventionnel, à savoir laine de verre, laine de roche, etc. Donc, voilà, ça c'est pour inciter un peu les gens à mettre des matériaux biosourcés qui sont déjà moins énergivores à fabriquer, moins polluants, et qui en plus ont tendance à avoir de meilleures propriétés thermiques pour le confort d'été, avec notamment une meilleure inertie thermique, un meilleur déphasage, qui est un enjeu assez important dans la région sud. Donc ça, pour faire la demande d'aide, vous allez simplement sur le site de la région et on va vous demander un certain nombre de pièces justificatives, comme par exemple les devis, les certificats RGE, etc. Alors, en aide locale, on a aussi l'aide du département, qui s'appelle Provence Éco-Rénov'. Alors ça, en fait, faut que la maison soit construite avant le 1er janvier 2000. Et les plafonds de ressources sont de 30 000 euros. Il faut être en dessous de 30 000 euros pour une personne seule ou en dessous de 55 000 euros si vous êtes deux ou plus. Le montant, c'est 3 000 euros maximum. C'est 25% de la dépense éligible dans la limite de 3 000 euros. Et ça concerne tous les travaux d'amélioration de la performance, c'est-à-dire aussi bien l'isolation que le système de chauffage, que la ventilation, que la pose de panneaux photovoltaïques, par exemple, etc. Donc ça, c'est pour l'aide du département. Pareil, il faut faire la demande directement sur leur site. Et il y a aussi une prime qui s'appelle la prime Airbois, qui concerne là soit le remplacement d'un ancien système de chauffage antérieur à 2002, ou alors la fermeture d'un foyer ouvert. Là, il n'y a pas de condition de ressources. L'aide est plafonnée à 1 000 euros et c'est 50% en fait, du montant des travaux éligibles. Et donc, comme d'habitude, parce que j'ai vu la question passer, il faut que la fourniture et la pose soient faites par la même entreprise et que l'entreprise soit RGE. Vous pouvez pas. J'ai vu la question par rapport à l'isolant aussi. Si vous achetez l'isolant et que vous le faites vous-même, les aides financières ne marchent pas parce qu'il faut que ce soit fourni, posé par une entreprise RGE. Hop. Et enfin, en tout cas au niveau local, il existe l'aide du Pays d'Aix pour les habitants des 36 communes du Pays d'Aix, qui est une aide spécifique qui finance plusieurs types de travaux, mais dans le sujet d'aujourd'hui, qui va financer l'isolation de la toiture et l'isolation des murs, avec des montants variables selon les revenus et selon aussi le type d'isolant utilisé, puisqu'il y aura un bonus si on utilise un isolant biosourcé, l'isolant biosourcé étant un isolant issu du naturel ou animal ou végétal, donc tout ce qui est fibre de bois, ouate de cellulose, chanvre, paille, lin, etc. Et qui va se cumuler aussi donc avec toutes les autres aides dont on a parlé précédemment.
Alors, dans les aides nationales, hop, je remets ma vidéo. Tac. Dans les aides nationales, il y a aussi donc la TVA à taux réduit. Donc ça concerne tous les publics, que vous soyez occupant, bailleur ou locataire, ou même occupant à titre gratuit. Il faut simplement que le logement soit achevé depuis plus de 2 ans. Et la résidence peut être principale ou secondaire. En gros, vous n'avez pas de demande à faire. C'est quelque chose qui est fait d'office par les professionnels. Quand vous avez un devis, eh ben, vous devez vérifier que vous avez bien le bon taux de TVA, à savoir 5,5. Et il y a aussi donc l'éco-prêt à taux zéro au niveau national. Alors ça, c'est un prêt qui est à demander auprès de votre banque. La plupart des banques le proposent. C'est accessible aux propriétaires occupants comme bailleurs. C'est pour donc les résidences principales et ça va être le montant en fait. Donc c'est pour tous les travaux qui améliorent la performance énergétique. Et pour les montants, ça va être en fonction du nombre de travaux que vous faites. Si vous remplacez les fenêtres, vous avez pour emprunter jusqu'à 7 000 euros, remboursables jusqu'à 15 ans maximum. Si vous faites une action seule autre que les fenêtres, ça va être 15 000 euros. 2 travaux, 25 000. Et 3 travaux ou plus, donc si vous faites de la rénovation globale, ça va être 30 000 euros. Donc ça, c'est un tableau qui permet de visualiser un petit peu le cumul des aides possibles. Et il est 18h30, on va pouvoir passer aux questions. Donc on va prendre les questions qu'il y a dans le chat. Et on vous rappelle... moi, je les ai notées, si tu veux, je peux les prendre. Enfin, je peux les donner. Ouais, ça marche. Donc, première question, donc du coup, on va solliciter Monsieur Baudry, puisque on va profiter qu'il soit là pour le solliciter. Première question, donc c'est l'isolation des combles aménagés est-elle possible pour une toiture en tuiles dessous des plaques fibrociment amiantées? Comment faire? Bon, c'est une question déjà un peu compliquée, mais du coup, est-ce que vous avez une réponse? C'est pas compliqué. Si les plaques sous tuiles amiantées sont en bon état, on peut très bien les conserver et faire une isolation par en dessous ou par au-dessus d'ailleurs. Ce qu'il ne faut pas avec les plaques amiantées, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait à les travailler, à les découper ou les percer. C'est tout. Et si ce n'est pas possible, ben, il faut faire intervenir une société spécialisée en désamiantage et tout enlever. Okay. Une question de Dézoomer. Comment améliorer l'isolation d'un mur en double cloison mal isolé des années 70 sans tout casser? Merci. Alors, double cloison, je présuppose que ça signifie maçonnerie extérieure et maçonnerie intérieure en briquette avec plâtre, avec une lame d'air. Il n'y a pas de moyen vraiment efficace de le faire. Il y a des sociétés qui vont proposer des systèmes d'injection de matériaux, mais ça signifie quand même faire des trous à peu près partout, parce qu'on ne peut pas garantir le fait que l'isolant aille vraiment partout. Donc malheureusement, il n'y a pas de vraie solution technique sans démolir ou venir se coller contre la cloison intérieure, ou l'isolation par l'extérieur de toute façon, si c'est possible. Une question de Christine. Pour l'isolation extérieure, que choisir pour éviter que cela soit abîmé dès qu'un enfant joue au ballon contre ce type de mur? Alors, bon, en fait, si vous voulez, effectivement, il y a différents matériaux qui sont utilisés pour l'ITE. Le matériau le plus utilisé, c'est le polystyrène en panneau qui est collé, chevillé sur les façades. Et le défaut de ce matériau, entre autres défauts, parce qu'il en a plein d'autres, mais celui-là, c'est que effectivement, comme il est très peu dense, on peut presque rentrer un doigt dedans sans problème, quoi. Après, il y a les isolations sous bardage, donc c'est-à-dire qu'on va mettre peu importe n'importe quel isolant qui peut mettre souple, mais bâtir un bardage en bois ou autre type de parement. Ça peut être de la pierre, ça peut être de la brique, plein de choses. Où là, bah, c'est le bardage qui va prendre les coups, entre guillemets, donc c'est sa résistance à lui qui va compter. Et après, il y a la troisième catégorie, ce que nous faisons, nous, et exclusivement ou presque, c'est la fibre de bois haute densité sous enduit. Et là, on a fait test pétanque et malheureusement, quelques pare-chocs. Et dans l'ensemble, c'est à part l'enduit qui va peut-être avoir des dégâts, dans l'ensemble, ça se comporte très bien. On a une densité qui est suffisante pour résister au choc.
Alors, autre question. Alors, je suis en appartement, l'immeuble est très mal isolé. Dans le cadre d'un ravalement de façade inévitable à terme, est-il courant de nos jours de proposer une ITE? Y a-t-il des aides d'État dans le cadre de travaux réalisés par une copro? Alors ça, c'est plutôt vous qui allez répondre. Ouais, sur la deuxième partie, on va répondre. Ouais. On vous laisse répondre la première partie. Et... Alors, sur la deuxième partie, y a-t-il des aides dans le cadre de travaux réalisés par une copro? Oui, il y a des aides. Après, c'est un peu compliqué pour les copros parce que les aides, souvent maintenant, c'est des aides qui sont collectives. Donc, c'est pour des travaux qui doivent améliorer le gain au niveau de la copropriété et pas sur des travaux individuels. Mais bon, là, on parle de travaux collectifs. Donc, oui, il y a des aides financières. Le plus simple, c'est de se rapprocher de notre structure, enfin, soit de l'ALEC, soit de la maison énergie, selon où vous habitez, pour être accompagné dans votre projet au niveau de la copro. Est-il courant de nos jours de proposer une isolation? Oui, enfin courant, ça dépend ce qu'on appelle courant, mais en tout cas, c'est déjà été fait plusieurs fois sur plusieurs copros. C'est effectivement assez intéressant de profiter d'un ravalement de façade pour intégrer l'isolation. Ça devrait être même automatique, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en tout cas, effectivement, s'il y a un ravalement de façade qui est prévu, intégrer l'isolation, le surcoût est pas énorme et ça améliore vraiment l'étiquette énergie. Et puis en plus, si vous pouvez avoir des aides financières, c'est tout bénef, entre guillemets. Souvent, ce qui freine le fait de faire une isolation thermique par l'extérieur, ça va être soit que le bâtiment est classé, qu'on ne peut pas trop toucher aux façades, soit que la façade donne sur l'espace public et que donc on ne peut pas trop empiéter sur le trottoir. Mais sinon, effectivement, comme dit Olivier, si vous faites un ravalement, il vaut mieux mettre de l'isolant que de faire juste de l'esthétique, quoi. Après, Camille, est-ce que tu peux peut-être remettre le tableau des aides financières pendant qu'on parle? Parce qu'il y a certaines personnes qui le demandent. Celui-là? Le tableau, le récapitulatif des aides, ouais, peut-être celui-là. La personne dira si du coup c'est celui-là qu'elle voulait ou pas. Pendant qu'on parle, du coup, comme ça, il pourra le voir. Je voudrais faire un point sur l'ITE pour les copros, en particulier des immeubles, on va dire, de taille moyenne. Techniquement, il y a des contraintes quand même qui peuvent être fortes, notamment tout ce qui est balcon, terrasse, qui sont à surveiller et qui peuvent parfois empêcher de faire des travaux d'isolation par l'extérieur. Voilà. Parce qu'en isolant par l'extérieur comme par l'intérieur d'ailleurs, on peut transformer tous ces éléments qui ont malheureusement été dans le temps souvent construits en prolongement des planchers intermédiaires, comme ça a été un peu expliqué au début. Et on les transforme vraiment en super pont thermique et on peut avoir vraiment des pathologies qui naissent et des balcons qui tombent, quoi. Donc, il faut faire très attention. Question de Oran. Bonsoir, existe-t-il des différents matériaux techniques pour isoler par l'intérieur son logement? Si oui, quels matériaux techniques me conseillez-vous? Car je possède un espace contraint à l'intérieur et ne peux isoler par l'extérieur. Je recherche la meilleure isolation phonique et thermique par rapport à un espace restreint, le moins d'épaisseur possible. Le mouton à 5 pattes. Ouais. Par définition, quand on veut isoler, on veut stocker de l'air ou un gaz quelconque, mais de l'air en général. Et il faut que l'air ne puisse pas bouger dans le matériau. Et ça, il n'y a pas de miracle. Si on veut avoir une performance en termes d'isolation thermique, il faut qu'on ait de l'épaisseur. En phonique, c'est différent. On ne raisonne pas de la même façon. Mais donc, en thermique, si on veut une isolation correcte, je renvoie au tableau qui avait été montré là, sur la RT existant. C'est-à-dire que les professionnels n'ont pas le droit de... Enfin, les performances en résistance, en R, auxquelles les professionnels n'ont pas le droit de déroger. De toute façon. Donc, après, il y a plein de matériaux très différents, avec des résistances thermiques qui sont très différentes. Ça, c'est les R pour les Z. Mais si on prend voilà, non. La RT. La RT. C'était avant, je crois. Ouais. C'était au tout début. C'est ça. Ouais, ça. Voilà. Donc, un mur
qui donne sur l'extérieur. Vous voyez que nous, on est en H3, en zone H3 climatique. Moi, professionnel, je n'ai pas le droit de mettre une résistance de moins de 2,2. Donc après, comme ça a été expliqué aussi rapidement au début, forcément, selon le lambda, la conductivité thermique des matériaux, je vais avoir une épaisseur qui va varier. Alors c'est bon, pour 2,2, en fait, c'est l'équivalent de, en moyenne, 8 à 10 cm d'épaisseur d'isolant, tout type d'isolant confondu, à part peut-être les polyuréthanes qui sont plus performants, et on obtiendra les 2,2 avec 5 à 6 cm. Ok. Alors, il y a eu pas mal de questions. Une question sur la baie vitrée. Si on ferme la terrasse couverte, c'est considéré comme une rénovation énergétique? Non, parce que c'est une création de parois vitrées, donc du coup, c'est pas vraiment de la rénovation énergétique. Du neuf et donc pas d'aide. C'est ça. Existe-t-il des aides pour en cas de résidence secondaire? On y a plus ou moins répondu. Il y a les certificats d'économie d'énergie et la TVA 5,5. Mais les autres aides, c'est pour les résidences principales. Les SCI ont-elles accès à ces aides? Oui, dans des conditions un peu particulières. Mais oui, elles peuvent y avoir accès, notamment si tous les associés de la SCI respectent les conditions de ressources pour les aides où il y a des conditions de ressources. Donc, il faut vérifier ça. Vous trouvez des adresses d'entreprises RGE. Alors, le plus simple, c'est d'aller sur le site qui s'appelle fer.gouv.fr, qui est un site gouvernemental et qui permet d'avoir un annuaire en ligne des entreprises RGE. Donc, vous tapez votre code postal, vous tapez le domaine de travaux que vous souhaitez, donc isolation des murs, isolation de la toiture, changement de fenêtre, système de chauffage, etc. Et vous avez les entreprises RGE autour de chez vous, une liste exhaustive des entreprises RGE autour de chez vous, une liste à jour, normalement. Donc, c'est le moyen le plus simple pour trouver la liste des entreprises RGE proches de chez vous. Question de Cindy, les pertes dont vous parlez au niveau des fenêtres, 10-15%, concernent le simple vitrage ou le double vitrage? Alors, dans le schéma tout à l'heure, c'est une maison qui est non isolée et en simple vitrage. Après, faut pas prendre ce chiffre-là vraiment comme acquis. Ça dépend de beaucoup de choses, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va dire que le vitrage, contrairement à ce qu'on croit parfois, c'est pas là qu'il va y avoir le plus de déperdition, notamment parce que la surface de vitrage dans une maison, en général, ça représente pas un pourcentage très important par rapport aux surfaces de parois opaques. Qu'en est-il des murs en pierre très épais? Offre-t-il une bonne isolation? Si on rajoute une isolation, est-ce qu'on ne perd pas les effets d'inertie du mur? Alors, je vais laisser à M. Baudry cette question-là. Première moitié de la question, un mur très épais en pierre, ça n'isole pas. Ça a effectivement beaucoup d'inertie. Et donc, si on veut garder cette inertie, il est mieux, préférable, évidemment, de faire une isolation par l'extérieur. Voilà. Mais sachant que plus les murs seront épais, plus ils seront lourds, plus cette inertie peut être aussi pénalisante en termes de confort d'hiver. Ce sera très bon pour confort d'été, mais en confort d'hiver, ce sera compliqué parce que les murs mettront beaucoup de temps à monter en température. Voilà. Donc, il n'y a quasiment pas d'isolation avec un mur en pierre, même s'il fait 1 mètre d'épaisseur. C'est ça, en fait, en gros, pour donner un ordre de grandeur, 1 cm d'isolant, ça correspond à peu près à 25 à 30 cm de mur en pierre, ou voilà, au niveau de la performance thermique. Donc, un mur en pierre de 1 mètre, ça correspondrait à peu près à 3 à 4 cm d'isolant. Donc, voilà. Au niveau du transfert de chaleur, hein. On ne parle pas au niveau de l'inertie. Tac. Pour avoir les aides de bouquet, faut-il tout faire par la même entreprise ou en même temps? Pas forcément par la même entreprise et en même temps, ou en général, oui, les aides financières demandent à ce qu'il y ait une demande commune pour tous les travaux. Mais ça, après, le mieux, c'est de nous contacter, on vous détaillera tout ça. Sur une maison ancienne en pierre, si l'on doit refaire les façades, existe-t-il des enduits isolants? Alors, oui. Alors, on ne va pas parler d'enduit isolant, on va parler d'enduit correcteur thermique, parce que les performances en termes d'isolation seront quand même en moyenne 1,5 fois à 2 fois moins
importantes que des matériaux vraiment isolants. Donc ça existe. Après, la difficulté, c'est que si dans le cadre d'un projet comme celui-là, vous voulez bénéficier d'aide, le problème, c'est la certification des matériaux. Et là, de ce côté-ci, c'est très difficile de trouver des fabricants de produits, par exemple d'enduits chaud-chanvre, qui vont avoir fait la démarche de certification de leurs produits. Et sans ça, donc sans un ACERMI par exemple, en fait, vous n'aurez pas droit à des aides. Voilà. Donc c'est un peu la difficulté de cette partie-là. C'est vrai que c'est des enduits qui ont un intérêt quand on est surtout en secteur sauvegardé ou secteur classé et où on veut modifier le moins possible l'aspect extérieur des bâtiments anciens. C'est aussi des enduits qui ont un gros intérêt en termes d'assainissement et d'hydro-régulation des constructions. Mais voilà, il faut se dire que dans ce cas-là, on n'aura pas d'aide. Alors, doit-on demander aux entreprises isolation et chauffage la charte coup de pouce du ministère? Ça, c'est dans le cas des aides financières, en fait. La charte coup de pouce, les entreprises qui signent la charte coup de pouce sont rarement des entreprises qui font les travaux. C'est des entreprises qui financent, en fait, des aides financières. Donc, non, les entreprises, la principale chose que vous devez leur demander, c'est leur certificat RGE. Et qu'il soit bien à jour et qu'il soit bien dans le domaine de travaux que vous souhaitez faire. Après, la charte coup de pouce, c'est vraiment quelque chose pour les aides financières, mais le mieux, c'est de nous contacter, on vous détaillera tout ça. Mais voilà, si on doit retenir quelque chose, on va dire c'est certificat RGE à jour et dans le domaine des travaux pour les entreprises que vous consultez. J'ajoute que tous les certificats RGE sont consultables sur les sites des organismes de qualification qui délivrent ces mentions-là. Le principal de ces organismes étant Calibat. Donc, vous tapez sur Internet Calibat et vous allez tout de suite tomber sur un outil de recherche très rapide pour chercher par type de travaux ou par entreprise ou par zone géographique. Mais comme vous pourrez les trouver aussi via ce qu'on appelait les espaces info-énergie, c'est-à-dire la LEC, la MEHC et compagnie. Ou via le site fer.gouv.fr on les retrouve aussi. Isoler le toit est-il toujours moins performant que l'isolation des combles perdus? Nous aimerions exploiter les combles pour faire une mezzanine. Non. Qu'on mette l'isolant sur le plancher de comble ou qu'on le mette en rampant, il sera tout aussi efficace, hein, il n'y a aucun problème. Oui, après, effectivement, l'intérêt d'isoler au niveau du plancher de comble, c'est de limiter le volume chauffé. Mais c'est sûr que si on veut l'utiliser pour faire une chambre ou pour l'utiliser, le 30 cm d'isolant, ça aura la même performance que n'importe où on le met. Est-il obligatoire de faire les demandes groupées aux différents organismes? On y a déjà un petit peu répondu. Dans la majorité des cas, non, mais pour certaines aides particulières, oui, ils demandent à ce que les demandes soient groupées, notamment lorsqu'on doit justifier d'un gain énergétique suffisant. Quid de l'isolation des toitures à 1 €? Fameuse question fatidique a été posée. Moi, je ne fais pas. Joker. Il faut savoir qu'on a fait il y a quelques années, on a fait une soirée que sur l'isolation à 1 € avec M. Baudry. L'isolation à 1 €, nous, on ne recommande pas parce que, en général, le problème, c'est sur la qualité de la prestation. C'est pas disons que vous ne paierez pas plus que 1 €. Donc le problème, c'est pas sur le prix que vous paierez, mais c'est sur la prestation que vous aurez, et notamment après sur des problèmes de sécurité, sur des problèmes tout un tas de problèmes que vous pouvez avoir si la prestation n'est pas de qualité et si les ouvriers sont pas formés à faire des travaux de qualité. Et en plus, vous devrez sûrement refaire l'isolation par la suite, et là, il n'y aura plus aucune aide financière. Donc nous, on recommande pas ce type de prestation, ça existe.
après, libre à chacun de faire les choix qu'il veut, mais disons que c'est prendre un risque de faire appel à ces offres. Quel est le type de pose des fenêtres en cas d'ITE? Les volets roulants devraient se poser après ou avant l'ITE? Comment? Alors, sans trop rentrer dans les détails techniques, parce que ça, c'est effectivement un point très important quand on fait de l'ITE, l'isolation des murs par extérieur. Alors, première précision, dans les règles de l'art qu'on doit respecter nous professionnels, on doit isoler un minimum ce qu'on appelle les embrasures, c'est-à-dire les 4 faces de chaque ouverture dans un mur. Donc pour les fenêtres ou les baies, c'est donc les tableaux, linteaux et appuis. Ça, on doit traiter ces surfaces-là, sinon, encore une fois, on les transforme en ponts thermiques importants et particulièrement préjudiciables. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas mettre évidemment la même épaisseur qu'on met en façade sur ces 4 faces-là dans chaque ouverture de fenêtre, mais le minimum qu'on va pouvoir mettre pour que ça tienne mécaniquement et que ce soit utile, que ça fasse comme des ruptures de pont thermique, c'est 3 cm enduit compris, si on fait une isolation sous enduit. Donc déjà, il faut s'assurer qu'on a ces 3 cm sur les 4 faces. Si on ne les a pas, ça va commencer à être compliqué. Et effectivement, si on change les menuiseries, on va adapter les menuiseries à la nouvelle taille en fait, des embrasures. Et si on a comme projet de mettre des volets roulants, il faut qu'ils soient posés avant que l'ITE soit réalisé, en fait. Après, il y a différents types de poses de volets roulants, donc à chaque projet, ses spécificités. Donc ça, c'est des choses à voir avec les entreprises. Et surtout, ne pas hésiter à faire dialoguer les entreprises entre elles. Alors, épaisseur, il y a marqué IPE, mais je pense que c'est ITE. Épaisseur ITE est-elle fonction de l'épaisseur du mur? Dans quelques cas très, très particuliers, si effectivement votre mur est vraiment trop fin, et selon en quoi il est construit, par exemple, il y a un matériau qui peut poser problème, c'est le béton cellulaire, parce qu'il n'est pas... On ne va pas pouvoir cheviller dedans, en fait, parce que les panneaux qu'on pose, en tout cas pour nous, les panneaux de fibre de bois, ils sont collés, chevillés. Et les chevilles vont faire exploser le béton cellulaire parce que ce n'est pas du tout assez solide. Si c'est aussi des petits murs en briques qui font maxi 10 cm d'épaisseur, la résistance du mur lui-même va être entamée par les travaux. Donc, voilà. Après, pour tout autre type de mur, on peut s'adapter. Dans le cadre d'une isolation des rampants, est-il possible de faire passer des gaines de VMC dans l'isolant ou faut-il passer par-dessous? Par-dessous, ce sera mieux parce que j'entame pas ma couche d'isolant déjà. J'aurai pas de risque de condensation dans les gaines qui n'auront en plus pas besoin d'être isolées, donc elles garderont un diamètre et un encombrement réduit. En moyenne, c'est des gaines de 8 cm de diamètre. Maintenant, effectivement, ça nécessite de faire peut-être un coffrage, etc. Mais non, on ne met pas de gaines de VMC dans la couche d'isolant. On les met soit en dessous, soit au-dessus. Les peintures extérieures rentrent-elles dans le cadre de l'isolation, peinture pliolite et autres? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle dans le cadre de l'isolation. Ça ne sera pas éligible aux aides financières. Ça participera à la marge, on va dire, à l'isolation, mais on ne peut pas considérer ça comme de l'isolant, non. Voire même ça participera presque pas, en fait. Mais certaines... Ouais, non, je pensais aux enduits, mais non, les peintures, ouais, non, les peintures en général, c'est plus. Il y a des peintures isolantes qui sont vendues parfois, mais c'est vraiment très, très faible. Moi, j'appelle ça, pour être un peu trivial, des produits miracles. Oui. Donc, non. Et puis, la plupart du temps, c'est des produits issus de la pétrochimie. Donc, si on est sur du bâti ancien, c'est à proscrire complètement parce que c'est trop imperméable et que ça pose des gros problèmes au bâti. Voilà. Mais après, quand on fait l'ITE, nous, par exemple, avec la fibre de bois, c'est sous enduit chaussable. Et les travaux forcément d'enduit des façades
rentrent dans ce qui est aidé par toutes les aides. Alors, une question de Sylvie. Quel est l'intérêt des matériaux biosourcés et la différence de prix? Bon, là, c'est un peu vaste. Bon, déjà, par définition, la famille des matériaux biosourcés, c'est certainement celle qui est la plus diverse et avec le plus de types de matériaux différents possibles. Après, dans cette famille-là, il y a des matériaux entre guillemets un peu stars, c'est-à-dire qui sont aujourd'hui ceux qui présentent le meilleur rapport qualité-prix. On peut en citer quelques-uns. Il y a tous les dérivés de laine de bois, donc ce qu'on appelle aussi fibre de bois, sous tout type de densité différente, pour tout type d'usage. Après, on va avoir les textiles recyclés, qui sont aussi très, très utiles et à conseiller. On va avoir d'autres fibres végétales type chanvre, lin ou les mélanges, parce qu'il y a aussi des mélanges de plusieurs sortes de matériaux. Il y a aussi tout ce qui est famille ouate de cellulose, en vrac, en panneau, mélangé à d'autres produits, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de matériaux. Le premier intérêt de ces matériaux par rapport à tous ceux qu'on appelle conventionnels, donc ceux qui sont issus de la pétrochimie, les polymères, les polystyrènes, les polyuréthanes ou les laines minérales, laines de verre, laines de roche, etc. C'est l'énergie qui a été nécessaire à leur fabrication, ce qu'on appelle l'énergie grise. Donc les biosourcés, au pire, ceux pour lesquels on a besoin de plus d'énergie, on va être autour de 20 à 30 kWh par mètre cube de matériaux produits, rien que pour la fabrication. À comparer avec une laine de verre qui est environ entre 200 et 300 kWh par mètre cube et les polystyrènes qui sont autour de 700 à 800 kWh par mètre cube. Donc, il y a déjà, j'ai envie de dire, cette empreinte carbone énergétique qu'il faut prendre en compte si on est dans une logique un petit peu de se dire, bah, tiens, je vais vers certes des économies d'énergie immédiatement, mais à partir de quel moment la fabrication de mon isolant sera amortie par mes économies d'énergie. Voilà. Ensuite, il y a des matériaux qui sont parmi les biosourcés qui ont des grosses qualités en termes, d'hygrorégulation du bâti, donc qui sont capables de gérer, entre guillemets, les excès d'humidité, en particulier dans le bâti ancien, sans bloquer l'humidité justement dans les murs ou les planchers ou les toitures. Et on va avoir aussi un gros avantage de certains matériaux biosourcés, en particulier végétaux, pour le confort d'été, parce qu'ils sont plus lourds, ils sont plus denses, et donc ils ont ce qu'on appelle, c'est un mot qui a été cité plus tôt, un bon déphasage thermique, et on arrive à se passer de climatisation si on fait les bons calculs et on utilise les bons matériaux aux bons endroits. On y arrive très bien. Après, donc, les matériaux dits conventionnels, les laines de roche, laines de verre, leur problème, c'est leur durée de vie qui souvent, du fait de leur mise en œuvre qui est souvent bâclée, en particulier, voilà, leur durée de vie est assez négligeable. Je ne parle pas des questions de pollution de l'air intérieur, c'est encore un autre débat. Et les polymères, polystyrène, polyuréthane, qui eux sont trop étanches donc à proscrire dans le bâti ancien et qui en plus sont vraiment parfaitement inutiles pour le confort d'été. J'en profite, du coup, il y a une question qui est venue en même temps, et c'est sur le sujet. Matériaux biosourcés, 3 petits points. Sur le long terme, sont-ils fiables? Alors, pour la plupart maintenant, oui, on a un recul qui s'exprime en décennies, en plusieurs décennies. En particulier, tous les isolants d'origine végétale, type laine de bois, fibre de bois, donc, chanvre, liège, c'est des matériaux qui ont vraiment, jusqu'à présent, on n'a pas de retour d'expérience qui nous dit depuis plusieurs décennies, alors pas forcément en France malheureusement, parce que là, en France c'est relativement nouveau encore, mais dans une bonne moitié de l'Europe, c'est des matériaux qui sont utilisés depuis 40, 50 ans, voire plus parfois, et on n'a aucun problème, et puis même on peut même isoler une maison avec de la paille, hein, ça se fait, ou construire avec de la paille, ça se fait aussi. Et jusqu'à présent, on a des bâtiments en paille. Par exemple, le Centre français de la construction paille,
La maison Feuillette, qui est en région parisienne, a été bâtie en 1920 ou 21, je crois. Et elle dépasse encore les niveaux de performance énergétique de la prochaine réglementation thermique dans le bâtiment. Et elle est toujours debout sans aucun problème.